Dans le précédent épisode, on a vu comment le tirage au sort était central dans la politique athénienne pour faire respecter l'équiprobabilité, pour assurer non seulement l'équiprobabilité mais aussi la représentativité des assemblées athéniennes. Un dernier outil a été mis en place par Clisthène. En 509, Clisthène fait des réformes qui lancent de façon définitive la démocratie athénienne. Cette réforme a la particularité d'être une réforme avant tout territoriale. Pour la comprendre, il faut se pencher un petit peu sur la carte de l'Attique, c'est-à-dire la région d'Athènes. De façon assez naturelle, l'Attique est divisée en 3 régions et Clisthène en prend acte pour la diviser effectivement en 3 régions administratives. La première région est celle de la cité d'Athènes, intramuros si l'on peut dire, qui est composée sociologiquement de la noblesse athénienne, de toute la vie intellectuelle athénienne et des artisans. La deuxième région est celle du littoral, qui est composée naturellement de commerçants et de pêcheurs. La troisième région est celle de l'intérieur des terres. Elle est composée essentiellement d'agriculteurs et d'éleveurs. La géographie physique permet donc de délimiter 3 régions qui ont un sens au niveau sociologique. Le fait d'institutionnaliser l'existence de ces 3 régions différentes permet d'avoir 3 zones très homogènes en leur sein, mais hétérogènes entre elles. Maintenant, descendons en profondeur dans le territoire de l'Attique et descendons au niveau le plus petit possible, à l'unité élémentaire politique du territoire de l'Attique. Cette unité élémentaire politique, c'est le dème. Au niveau d'Athènes, par exemple, un dème est un quartier. Au niveau des 2 autres zones, un dème va être un petit village. En gros, le dème rassemble quelques centaines de personnes qui plus ou moins se connaissent, ou en tout cas vivent au quotidien de façon relativement rapprochée, et donc ont des intérêts communs extrêmement similaires. L'idée de Clisthène, c'est de rassembler les dèmes de façon pertinente. Alors, comment faire cela ? Eh bien, Clisthène réunit plusieurs dèmes, qui ne sont pas forcément contigus d'ailleurs, dans une tritie. Une tritie, c'est donc un ensemble de dèmes dans une même région. La région littorale, la région intérieure ou la région citadine. Ensuite, 3 trities, une de chaque région, sont associées. On a donc une tribu qui est formée de 3 sous-groupes appartenant à chacune des 3 régions. Au total, il y avait 10 tribus qui rassemblaient donc 30 trities, qui rassemblaient ainsi tous les dèmes et donc toute la population de l'Attique. Chaque tribu était représentée par 50 citoyens, ce qui permettait d'avoir 500 membres à la Boulée, l'Assemblée législative. 2 choses sont importantes ici. La première, c'est que grâce à ce découpage et cette recomposition territoriale, Clisthène a fait en sorte que des gens qui n'avaient pas grand-chose à voir ont dû collaborer, ont dû travailler ensemble. Clisthène n'a pas voulu seulement les faire travailler politiquement ensemble, mais aussi religieusement. Chaque tribu était associée à une divinité liée à la légende mythologique d'Athènes, ce qui les forçait à contribuer collectivement à des fêtes religieuses où il fallait que, par exemple, un noble d'Athènes collabore avec un paysan de l'intérieur des terres ou avec un pêcheur de la région littorale. Cela permettait de faire une sorte de mixité sociale avant l'heure. La deuxième chose, c'est que, comme le tirage au sort était utilisé pour choisir les 50 membres qui siégeraient à la Boulée représentait donc assez naturellement le territoire de l'Attique dans son ensemble. Il n'y avait pas que des nobles à la Boulée, il y avait un peu de tout le monde. Ainsi, la Boulée était une sorte de mini-Attique, de 500 personnes sur quelques 10 à 20 000 citoyens, qui représentaient statistiquement la diversité de l'Attique. Cette représentation était statistique au sens où c'est une représentation comme lorsqu'on fait un sondage. On veut avoir une mini-Attique, et donc pour ça on tire au sort un peu partout en ayant un plan de sondage qui nous assure qu'on aura une véritable diversité et non pas une surreprésentation de certains groupes de la population. Cette conception de la représentation au sein de la Boulée, qui est une représentation statistique, s'oppose directement à la manière dont nous considérons aujourd'hui, dans nos démocraties modernes, le gouvernement représentatif. Une assemblée n'est pas censée représenter toutes les couches sociales d'une population. L'idée des gouvernements représentatifs modernes, dès la fin du XVIIIe siècle, a été clairement établie comme une représentation de certains courants d'idées, mais certainement pas comme une représentation de la diversité de la population. De plus, le fait que l'élection soit utilisée comme mode d'attribution des sièges dans les assemblées fait en sorte que seuls les meilleurs orateurs ou seul un certain type de personnes
vont être élus. Il est évident que tout le monde n'a pas les capacités à être candidat à une élection législative et encore moins élu. A l'inverse, beaucoup plus de gens avaient la possibilité de siéger à l'Assemblée législative dans la démocratie athénienne. Aucun jugement de valeur ici, il y a simplement deux méthodes qui s'opposent, deux conceptions politiques qui s'opposent. Une conception concernant le gouvernement représentatif moderne qui est plus liée à une notion d'excellence des citoyens que l'on veut porter dans les assemblées, et une conception de représentativité statistique dans la démocratie grecque. Il est néanmoins intéressant de noter que ce que l'on reproche parfois à la démocratie moderne, c'est-à-dire au gouvernement représentatif, c'est justement qu'il ne représente pas grand-chose. L'idée qui se cache derrière cela est que l'on souhaiterait parfois que les assemblées parlementaires ressemblent plus à la population dans son ensemble et dans sa diversité. Et ça, c'est justement ce qu'assurait le système de la démocratie athénienne. Pour autant, aujourd'hui, le tirage au sort est assez marginal dans la vie publique, même si certains tendent à le défendre ou à le réclamer, et ce qui domine la vie politique contemporaine, c'est l'élection. Et nous verrons dans le prochain épisode comment les mathématiques peuvent justement modéliser l'élection. Et pour cela, nous partirons dans les monastères du Moyen Âge.